Je pense qu'il est absolument indispensable parce qu'il faut faire venir les responsables des entreprises qui investissent ici à Paris pour qu'ils confirment leurs investissements. Et ces investissements sont le signal d'une économie qui marche bien, d'une économie française qui marche bien. Les derniers résultats économiques ils sont très clairs. Nous avons de la croissance, 0,2 points de croissance au premier trimestre. Nous avons des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation, ce qui est une excellente nouvelle pour tous les gens qui travaillent. Et nous avons la crise du Covid, la crise de l'inflation qui sont désormais derrière nous et devant nous des belles perspectives de croissance. Donc il faut qu'il y ait des investisseurs qui viennent en France ouvrir des usines, ouvrir des sites industriels, créer des emplois. C'est ce que montre aujourd'hui Choose France. Plus de 15 milliards d'euros d'investissement, plus d'une cinquantaine d'investissements qui vont se traduire partout sur le territoire, à Évreux, à Marseille, en Alsace, dans l'ouest de la France, par des emplois, par des postes pour des ouvriers, pour des ingénieurs, pour des techniciens, qui vont permettre à la France de réussir économiquement et de réussir cette double révolution fondamentale, la révolution de l'intelligence artificielle et la révolution de la décarbonation. Parce que si les investissements accélèrent aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'il y a une politique économique qui est stable, qui n'a pas changé depuis 7 ans. Depuis 7 ans, nous menons la même politique fiscale, la même politique économique avec le président de la République, et ça donne les résultats que nous voyons aujourd'hui. Mais nous avons aussi devant nous cette double révolution qui va multiplier les investissements, multiplier les ouvertures d'usines. Il faut décarboner, il faut créer des pales d'éoliennes, il faut créer des batteries électriques, des véhicules électriques, et il faut avoir des centres de données, des centres de recherche, des centres de développement de l'intelligence artificielle pour rester dans la course du XXIe siècle. Voilà le signal en tout cas que je vois dans ce choisir la France. Les investisseurs choisissent la France parce qu'elle a une politique économique stable, parce qu'elle a de bons résultats économiques et parce qu'elle est prête à embrasser la révolution technologique et climatique. Puis vous avez d'autres investissements, en particulier dans la décarbonation, par exemple sur l'avion électrique, sur les batteries électriques, où là pour le coup il y a des investissements importants, mais il y a aussi beaucoup d'emplois à la clé. Prenez le seul exemple des batteries électriques. Les batteries électriques, ça va être 4 gigafactories, plus des centres de recyclage des matériaux rares qui vont créer à terme plus de 20 000 emplois sur le territoire français, notamment dans le nord de la France. Et quand on pense à ce qu'a été en France la saignée des délocalisations industrielles, 2 millions d'emplois détruits, 600 usines fermées, ça fait plaisir de voir que dans ces terres qui ont payé le prix fort des délocalisations, je pense en particulier au Nord-Pas-de-Calais, de voir un mouvement de réindustrialisation, des usines qui rouvrent, de nouvelles filières industrielles qui se recréent. Dans le fond, l'objectif de Choose France, c'est de refaire de la France une nation de production. Pas uniquement une nation de consommateurs qui achètent des produits qui sont réalisés en Chine ou ailleurs, mais une nation qui est capable de produire ses propres éoliennes, ses propres pompes à chaleur, ses propres batteries électriques, ses propres données, ses propres véhicules électriques, ses propres avions. Une nation de production et une nation industrielle, c'est ça l'objectif derrière les beaux résultats de Choose France. Alors, je sais que si les investisseurs n'étaient pas venus en France, on nous aurait dit que c'était nous. Maintenant que les investisseurs viennent en France et que pour la 7e année consécutive, ils confirment des investissements très importants, on est peut-être en droit de dire que c'est lié à la politique économique que nous menons avec le président de la République depuis 7 ans. Je suis en place depuis 7 ans. Je crois que sous la 5e République, il n'y a pas d'autre exemple d'un ministre de l'économie et des finances qui reste en place depuis 7 ans. C'est le signe du choix qu'a fait le président de la République, la stabilité. C'est la stabilité qui fait la confiance. C'est la stabilité en matière fiscale. On n'augmente pas les impôts, on ne change pas les taux toutes les 5 minutes. La stabilité de la politique de l'offre, la stabilité de la politique de soutien à la production en France, au travail en France, qui donne les résultats que nous avons aujourd'hui. En économie, comme dans beaucoup d'autres choses, il n'y a que le temps long qui donne des résultats. Quand un investisseur met 4 milliards d'euros sur un investissement économique en France, il a envie de savoir quelles vont être les règles fiscales, quelles vont être les règles économiques dans les années qui viennent. Et depuis 7 ans que je suis en fonction, je peux en témoigner. La seule question que me posent les investisseurs, c'est est-ce que vous allez garder la même politique? Et c'est parce que nous avons, avec le président de la République, gardé contre vents et marées la même politique, politique de l'offre, soutien aux entreprises, soutien au travail, que nous avons les résultats aujourd'hui et que nous sommes, pour la 5e année consécutive, la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. Ce n'est pas un discours de satisfaction, c'est un discours de reconnaissance aussi du travail qui a été fait par les entrepreneurs, par les salariés, pour être attractifs et pour qu'il y ait des investissements qui viennent. Ensuite, tous ces investissements, les Français mettent du temps à réaliser ce que ça veut dire. Moi, je vais vous prendre un exemple qui me tient très à cœur, GSK.
l'entreprise pharmaceutique qui a décidé 200 millions d'euros d'investissement à Évreux. J'ai été élu pendant 15 ans à Évreux. Et pendant 15 ans, j'ai vu la crainte des salariés de GSK à Évreux que le site ferme, parce qu'il n'y aurait pas de nouveaux investissements, parce qu'il n'y aurait pas de nouvelles perspectives. Là, aujourd'hui, les salariés d'Évreux, et donc toute la population d'Évreux, peut être rassurée. Il y aura toujours de l'activité sur le site de GSK à Évreux, parce que nous avons eu une politique économique qui a fait que lorsque GSK a choisi ses investissements dans le monde, ils ont choisi Évreux, ils ont choisi la France, ils ont choisi une nation qui a gardé la même politique économique. Ça met du temps, effectivement, avant que chacun réalise ce que ça veut dire très concrètement, mais très concrètement, à Évreux, dans une ville dont j'ai été élu pendant 15 ans, nous avons non seulement sauvé la première entreprise de la ville, mais nous lui avons donné des perspectives d'activité pendant 10 ans. Et puisque vous parlez du Rassemblement national, moi j'entends le Rassemblement national nous expliquer qu'on aurait tort de passer aux véhicules électriques. Bien, quand on veut être une grande nation de production, on embrasse les révolutions technologiques. On ne les repousse pas de la main. Vous connaissez la célèbre phrase de Churchill, soit vous prenez le changement par la main, soit il vous prendra à la gorge. Ça s'applique parfaitement aux mutations technologiques que nous vivons aujourd'hui. Dans le fond, le Rassemblement national tourne le dos aux transformations technologiques, tourne le dos aux révolutions que nous vivons aujourd'hui, climatiques ou technologiques. Il faut absolument garder le véhicule thermique le plus longtemps possible et on ne fait pas le véhicule électrique parce que c'est trop dangereux, parce que c'est trop risqué. Ça mènera à quoi? Ça mènera à ce que demain, les Français achèteront uniquement des véhicules électriques chinois. C'est ça qu'on veut. Nous avons réussi, en 5 ans, à créer une filière du véhicule électrique qui va des mines de production de terres rares jusqu'aux batteries électriques, en passant par le recyclage de ces batteries jusqu'à la production de la R5 à Douai. Voilà les différences entre un gouvernement qui prend des décisions courageuses, qui embrasse le changement et qui croit dans la France, et un parti d'extrême qui, dans le fond, est un parti de la capitulation, qui ne croit pas dans la France et qui pense qu'il vaut mieux se réfugier dans le passé pour s'en sortir. C'est toute la différence entre le Rassemblement national et nous. Bon, ça, ce n'est pas des résultats économiques, c'est des résultats en termes de politique budgétaire. Moi, j'entends toutes les critiques sur l'endettement record. Ils viennent, en général, ces critiques, de responsables politiques qui m'ont demandé de dépenser plus pendant la crise du Covid. Nous avons augmenté l'endettement parce qu'il fallait protéger pendant la crise du Covid. Et je suis fier de ce que nous avons fait. Parce que nous avons sauvé des restaurateurs, des hôteliers, des compétences, la filière aéronautique, la filière de l'industrie automobile, des entreprises comme Air France ou comme Renault. Vous croyez qu'aujourd'hui vous auriez des investisseurs dans l'industrie automobile si on avait laissé un champ de ruines derrière nous après le Covid? Donc oui, ces investissements étaient nécessaires. Oui, cette dépense publique, la dette en commun, les prêts garantis par l'État, le soutien aux salariés, l'activité partielle, tout ce que réclamait tout le monde, c'était nécessaire et j'en suis fier. Et j'appelle un tout petit peu de cohérence ceux qui nous font le reproche aujourd'hui d'avoir dépensé trop, qui nous demandaient de dépenser davantage hier. Ensuite, il y a eu l'inflation. Les dernières analyses montrent très clairement que nous avons pris des bonnes décisions pendant la période de l'inflation très élevée et que les Français ont été mieux protégés que les autres voisins européens. Est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour protéger les Français contre l'augmentation des prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz. Maintenant, nous revenons à la normale. Et on voit bien que les perspectives économiques sont positives. Quand on revient à la normale, il faut rétablir les comptes publics, réduire les déficits et réduire la dette. C'est mon rôle. Et de la même façon que mon rôle était il y a 4 ans ou 3 ans de protéger les Français, mon rôle aujourd'hui il a changé. C'est de réduire les déficits, c'est de réduire la dette et c'est de tenir l'objectif qui a été fixé par le président de la République, revenir sous les 3% de déficit en 2027. Nous le ferons sérieusement, nous le ferons fermement et nous y arriverons. Une relation stratégique avec l'Inde qui remonte à très loin. Donc il est légitime que nous ayons des investisseurs indiens qui aient la place qu'ils aient aujourd'hui. Je pense à une entreprise comme Mittal qui a décidé d'un investissement majeur dans la décarbonation du site de Dunkerque. Je pense aux investissements dans le secteur spatial, dans le secteur des satellites. Donc l'Inde est une grande puissance stratégique. Nous avons une relation économique avec elle qui est très forte depuis de nombreuses années. C'est normal qu'il soit mis à l'honneur aujourd'hui. Il faut juste savoir dans quelle catégorie nous voulons jouer demain. Est-ce que l'Europe veut jouer dans la catégorie de la Chine ou des États-Unis ou est-ce qu'elle veut jouer dans la catégorie en dessous? Moi, je préfère qu'on joue en première division plutôt qu'en deuxième division. Si on veut jouer en première division, il faut que nous soyons capables de remédier à certaines faiblesses européennes. La première, c'est la productivité. Il y a un écart de productivité entre l'Europe et les États-Unis qui est inacceptable.
Il faut remédier à cet écart de productivité en investissant notamment dans l'innovation, la recherche, les compétences, la qualification, la formation de nos ingénieurs, nos techniciens de maintenance et de tous les métiers qui sont liés à l'industrie. On a une deuxième faiblesse, c'est que quand vous cherchez de l'argent, je vais voir tout à l'heure le dirigeant de Mistral, Arthur Mensch, lorsqu'il cherche de l'argent, malheureusement, il ne peut pas en lever suffisamment en Europe parce qu'il n'y a pas d'union des marchés de capitaux. Tout circule librement en Europe, les personnes circulent, les biens circulent, pas les capitaux. C'est-à-dire que si vous voulez lever des capitaux à Berlin, ou à Paris, ou à Rome, ou à Bruxelles, ou à Amsterdam, ce ne sera pas les mêmes règles. C'est absurde. Donc je me bats pour que ce soit les mêmes règles, la même supervision, pour qu'une entreprise puisse lever des montants très importants, très facilement en Europe. Sinon, elle les lèvera où? À New York. C'est ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut créer l'union des marchés de capitaux très rapidement. Enfin, la troisième chose, c'est que l'Europe apprenne à défendre ses intérêts. Vous voyez bien les risques qui sont liés aux surcapacités chinoises, dans le domaine des véhicules électriques, dans le domaine des éoliennes, dans le domaine des panneaux photovoltaïques. Pour réduire notre déficit commercial, il faut qu'il y ait des règles qui soient équitables partout. Il faut d'abord produire chez nous, innover davantage, financer davantage, c'est tout ce que j'ai dit sur l'union des marchés de capitaux, l'innovation, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi rétablir des règles de réciprocité. Si la Chine subventionne largement ses véhicules, il faut qu'il y ait une compensation de notre côté. Si nous, on a des dépenses qui sont plus importantes et des coûts plus élevés parce que nos batteries sont produites avec des règles environnementales qui sont plus strictes, il faut réserver nos subventions aux véhicules qui respectent les règles environnementales les plus strictes, c'est-à-dire les véhicules européens. Je l'ai fait en France. Ça a permis, vous l'avez vu, de réduire drastiquement les importations de l'étranger. Moi, j'aimerais juste être suivi par d'autres pays européens. Et j'aimerais juste que tous les pays européens comprennent une chose. L'union fait la force. Et le jour où les 27 États européens seront unis sur la politique commerciale et sur la politique de concurrence et feront bloc, là, plus rien ne nous résistera. Merci beaucoup. Merci à tous.